Eh bien salut, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, vite fait, on va voir un petit peu quels sont les arguments des européistes pour nous vendre l'Union européenne. On va voir qu'ils sont un petit peu à court, ils n'ont plus grand chose à nous dire, ça se sent. Et on va voir que c'est juste un énorme tas de conneries et de contre-vérités. Hein, comme on dit dans les milieux polis, ce sont des contre-vérités, ou alors des trucs complètement absurdes et anecdotiques, et ils en font des caisses. Alors tout ça nous permettra de voir un petit peu quel est le rôle de l'Union européenne dans nos vies, qu'est-ce que ces gens ont envie de mettre en avant après 50 ans, 60 ans de construction européenne. En cette occasion d'élection européenne, il m'a semblé intéressant de faire un point là-dessus. Je vous présente monsieur Marc Ferracci. Marc Ferracci va nous vendre l'Europe qui protège. Pour la transition écologique, pour les jeunes, l'emploi, etc. Il va nous parler du plan de relance européen. Vous savez déjà que ça va déraper assez vite. Marc Ferracci est député des Français de l'étranger, vice-président du groupe Renaissance. Alors lui, il fait des vidéos comme ça, un peu sur Internet, et il prend des airs de crooner pour nous vendre des imbécilités complètes. Donc on va écouter ce qu'il a à nous dire en 41 secondes. Merci l'Europe. Pour les jeunes et l'environnement. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment l'Europe a protégé les jeunes et l'environnement après la crise du Covid. Après le Covid, il fallait relancer nos économies. C'est ce que les pays de l'Union européenne ont fait en lançant un plan de relance de 750 milliards d'euros, dont 40 sont allés à la France. Ça a permis de financer des mesures pour l'environnement, comme le bonus écologique qui permet d'acheter des voitures électriques. Ça a aussi permis d'aider les entreprises à embaucher des apprentis. Du coup, le chômage des jeunes a beaucoup moins augmenté en France qu'ailleurs. Donc merci l'Europe. Plus d'argent grâce à l'Europe, plus d'aide pour les apprentis. Bon, il s'est bien foutu de notre gueule. Donc il prend comme ça des airs de crooner, il marche dans ses allées. Ouais, regardez, on a pu financer des bonus écologiques pour acheter des voitures électriques dont plus personne ne veut maintenant. Alors, le fameux plan de relance européen de 750 milliards d'euros, c'est déjà une goutte d'eau dans l'océan. Par exemple, aux États-Unis, zone économique de taille à peu près comparable à l'Union européenne. Ils avaient fait plusieurs plans de plusieurs milliers de milliards, 2, 3 ou 4 000 milliards même en plusieurs plans qu'ils ont fait pour relancer leur économie. Et l'avantage, c'est qu'aux États-Unis, les plans n'étaient pas déficitaires, comme c'est le cas pour la France. Parce qu'ici, il nous dit qu'on a touché 40 milliards d'euros, mais tout le monde sait ici que ce fameux plan de relance européen nous en a coûté 80. Le véritable plan de relance Next Generation, la machin, c'est moins de 300 milliards. Et donc il y en a 40 qui vont à la France. On va en rembourser 80. Sur les 40 que l'on va toucher, c'est l'Union européenne qui décide de ce qu'on va en faire. Et l'argent était versé à condition que la France mène des réformes structurelles, et notamment la réforme des retraites et la réforme du chômage, au fil des ans. Des enveloppes du plan de relance sont débloquées si la France fait bien les réformes qu'on lui demande de faire, celles qui sont dans les grandes orientations de politique économique, les fameuses GOPE qui sont éditées chaque année, qui réclament, exigent un certain nombre de réformes qui sont soi-disant des recommandations, mais si vous ne les suivez pas, vous n'aurez pas l'argent du plan de relance. Alors, un petit point déjà sur le financement, où on apprend que c'est en train de déraper, puisque vous savez que tout ça est financé par un énorme emprunt, donc, de 750 milliards. Ici, on est sur un document analyse de l'exécution budgétaire 2023, donc de la Cour des comptes, prélèvement sur recettes en faveur de l'Union européenne. Tu m'étonnes. On nous annonce un renchérissement du coût des emprunts finançant Next Generation UE, c'est-à-dire le nom marketing de ce plan de relance européen qui est en fait un plan de relance déficitaire pour l'économie française. C'est un coût supplémentaire. Donc l'emprunt, il a été souscrit en 2020-2021. On commence à le rembourser en 2028. Jusqu'en 2058, et il y a un taux d'intérêt. Et ce taux d'intérêt, il a eu tendance à augmenter. Premier semestre 2021, c'était 0,14%, et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu une augmentation des taux d'intérêt ces derniers temps. On arrive à 3,56. Il n'y a pas vraiment d'avantage à passer par l'Union européenne pour emprunter de l'argent, puisqu'on aurait en France des taux comparables. Et plus bas encore si on prend une maturité plus faible que 30 ans. On nous informe ici que le montant prévu pour le financement de l'emprunt, qui s'élevait à 15 millions d'euros en euros de 2018, donc selon les prévisions qui avaient été faites en 2020, la Commission estimait en juin 2023 un surcoût à 18,9 milliards entre 2021 et 2027. Donc avant même de commencer à rembourser le capital de ce merveilleux emprunt, on aura dépensé près de 19 milliards d'euros en charges d'intérêt. Quelle belle relance! Et il se trouve qu'on ne sait toujours pas comment le financer.
Vous avez ici des rallonges qui sont d'ailleurs en ce moment en train d'être exigées par la Commission européenne, essentiellement pour financer les conneries ukrainiennes. On verra ça un peu plus bas dans le tableau, mais on ne va pas trop s'appesantir dessus. Donc il y a des discussions actuellement pour trouver des ressources propres de l'Union européenne, c'est-à-dire des taxes qui atterriront directement dans le budget de la Commission. Mais ça patauge, comme d'habitude, c'est européen, il faut 10 ans pour rien faire. Donc le plus probable, c'est que tout ça finisse par être payé par les budgets étatiques. À compter de 2028, les échéances liées à Next Generation UE pourraient ainsi représenter pour la France environ 2,5 milliards d'euros par an, selon une hypothèse qui partirait de la clé de répartition du budget européen sur le revenu national brut, qui est entre 17 et 17,5%. Donc on payerait 2,5 milliards par an pour un montant total de 75 milliards. À condition que les taux d'intérêt restent relativement modiques, n'est-ce pas? Ici, on a un tableau synthèse d'exposition à la France sur l'aide à l'Ukraine et le plan de relance Next Generation UE. Voilà, exposition au risque. Donc il y a déjà le risque d'intérêt qui a tendance à augmenter, mais je pense qu'ils vont finir par baisser les taux parce que de toute façon, les États européens sont tellement endettés que ça ne peut pas tenir. Donc le risque, c'est effectivement, on va payer sur le budget national 2,5 milliards par an, mais c'est de la relance. Ça a sauvé les économies. Et donc ce truc-là, dont on va payer le double, dont c'est l'Union européenne qui décide de ce qu'on en fait, et si on a bien obéi à toutes ces exigences, ça a servi effectivement, comme il le dit, donc à payer les subventions pour les bagnoles électriques, et ça a servi aussi à financer le fameux plan Un jeune, une solution, qui consiste à déverser un pognon de dingue pour financer l'alternance. Ici, on nous rappelait que chaque entreprise se voyait verser de 5 000 à 6 000 euros la première année. Des contrats d'alternance qui avaient été signés à partir de 2020-2021, voilà. Et puis ensuite, ça avait baissé à 6 000 euros parce que vraiment, ça commençait à coûter très cher. Donc forcément, on était passé de 369 000 alternants en 2019, ça intègre les contrats d'apprentissage et contrats de professionnalisation, à plus de 800 000 en 2022, donc un doublement. Et on attendait 1 million d'apprentis d'ici 2027, je crois d'ailleurs qu'on a passé le cap en 2024. Un coût pour l'État totalement exorbitant, pour un succès discutable. Le système actuel représente davantage des aides pour les entreprises que des aides à l'insertion professionnelle pour les jeunes, avec un prix démesuré. J'avais fait des vidéos montrant comment dans la grande distribution, et notamment chez Carrefour, on virait les CDD pour les remplacer par des alternants, parce qu'ils étaient quasiment gratuits. Le CDD était obligé de le payer plein tarif au SMIC et de lui payer aussi des primes de précarité. Alors que l'alternant, tu le payes un pourcentage du SMIC, entre 55 et 80% du SMIC, ça dépend des contrats, et puis tu touches une énorme prime. Alors certes, il n'est pas là tout le temps, mais tu remplaces aisément un contrat à temps plein en CDD par 2 alternants et ça te coûte moins cher. C'était genre les deux tiers moins cher, grâce à la subvention. Donc ils avaient ouvert 8000 contrats d'alternance pour aider les jeunes dans ce moment difficile chez Carrefour. C'était pas du tout pour faire des économies sur la main-d'œuvre, absolument pas. Donc cette politique de subvention n'a pas du tout été fléchée vers des métiers en tension ou des formations véritablement qualifiantes, comme ça peut être le cas dans l'artisanat, où effectivement, travailler en alternance te forme véritablement à un métier. Aller faire 2 ans d'alternance en grande distribution, je vous garantis que ça sert à rien. Vous apprenez rien. Donc voilà, ici, il y a Bruno Coquet pour l'OFCE qui nous explique que rien qu'en 2022, près de 8 milliards d'euros auraient été dépensés pour rien, c'est-à-dire dans des contrats qui n'ont aucun impact sur l'emploi. Un gaspillage d'argent public incompréhensible. Dans toute l'histoire des emplois aidés, rien n'a jamais été aussi mal accompagné, je pense, à ce niveau-là. C'est très fortement déconseillé, car cela crée des effets d'aubaine massifs, notamment dans le secteur marchand. Donc ça, c'est vrai pour les entreprises qui vont pouvoir utiliser les alternants comme de la main-d'œuvre pas chère, mais c'est vrai aussi pour les centres de formation. Cette politique a servi à de nombreuses entreprises pour embaucher des travailleurs de plus en plus qualifiés, presque gratuitement. Elle a également fait un grand gagnant, l'enseignement supérieur privé, qui compte désormais près d'1 étudiant sur 4 en France, le plus haut niveau jamais atteint. La réforme de 2018 a totalement ouvert la réglementation pour l'ouverture de centres de formation des apprentis, les fameux CFA, la branche scolaire à laquelle un étudiant en apprentissage doit être rattaché. Il y a eu, comme par hasard en 2018, une déréglementation des centres de formation qui prennent des apprentis, qui forment les apprentis, en début de privatisation. J'ai pas été vérifié, mais je suis sûr que là derrière, il y a eu une directive européenne sur la concurrence dans l'enseignement pour devenir plus compétitif et ce genre de conneries.
Et donc le nombre de CFA formant des apprentis a été multiplié par 4 en 5 ans. Beaucoup de nouvelles écoles se sont ainsi créées ces dernières années, surfant sur des thématiques porteuses comme le numérique ou l'environnement, en centrant leur méthode de formation sur l'apprentissage. Si bien qu'en 2021, 35% des étudiants en apprentissage dans l'enseignement supérieur étaient inscrits parmi ces nouvelles formations professionnelles rattachées au ministère du Travail et non de l'enseignement supérieur. Et oui, parce que c'est l'État qui paye la formation. Quand vous êtes une entreprise qui propose de vendre une formation diplômante et que vous faites payer vos élèves, ils vont devenir exigeants parce qu'ils sortent de l'argent de leur poche ou ça sort de la poche des parents. Ils vont demander quelque chose, un service qui existe. En alternance, c'est l'État qui paye. Donc les gens sont moins regardants. Ça, j'ai pu en avoir d'ailleurs l'expérience. Cette toute nouvelle sphère de l'enseignement supérieur suscite de nombreuses interrogations peu contrôlées, délivrant des diplômes aux intitulés flous et pas toujours reconnus par l'État. Ces établissements suscitent de plus en plus l'attention des pouvoirs publics. Sur 80 établissements privés contrôlés par la DGCCRF, 56% étaient en situation d'anomalie par rapport à la loi en place, dont plus de 30% pour des pratiques commerciales trompeuses, on va vendre du rêve. Parmi les CFA créés depuis la réforme de 2018, on a pu voir apparaître des dérives qu'on ne voyait pas auparavant, des établissements qui font payer des frais d'inscription aux apprentis jusqu'à 1 000 €, ce qui est illégal, d'autres qui font payer des frais de scolarité démesurés aux jeunes qui n'ont pas réussi à trouver d'entreprise, ou bien qui ont eu une rupture de contrat en cours d'année. On est loin de la philosophie initiale de l'apprentissage. Ce qui se passe avec ces centres, c'est qu'ils sont payés par l'État et que ça coûte une énorme fortune. Donc les finances publiques sont explosées au sol parce que non seulement il faut financer les primes données aux employeurs pour les nouveaux contrats, mais il faut aussi financer les CFA. Du côté de l'argent qui rentre dans les caisses de l'opérateur, pas de changement. France Compétences est financée par la taxe d'apprentissage, payée par toutes les entreprises sur la base d'un pourcentage de leur masse salariale. Un budget qui reste donc très stable d'année en année. Mais comme on a incité à signer plein de contrats et qu'il y a eu un guichet ouvert, eh ben France Compétences qui finançait CFA a fini en large déficit. Les dépenses de leur côté ont explosé. La multiplication du nombre d'apprentis a mécaniquement tiré vers le haut toutes les subventions versées par France Compétences pour financer l'alternance. Là, c'est juste les centres de formation. Notamment le remboursement quasi intégral des frais de scolarité. Ainsi, depuis 3 ans, les trous dans le budget de France Compétences sont béants, 4,6 milliards de déficit en 2020, 2,9 milliards d'euros en 2021. Face à cette situation, l'État remet régulièrement la main à la poche pour éponger les pertes de France Compétences par le biais de subventions exceptionnelles, s'élevant à 4 milliards d'euros pour la seule année 2022. Donc presque chaque année, on met l'équivalent d'un ISF, l'équivalent de l'argent économisé par la réforme de l'ISF, pour financer des centres de formation plus ou moins explosés au sol, qui sont nés après 2018 et qui sont développés par effet d'aubaine, parce que maintenant, il y a énormément de jeunes qui sont à la recherche de contrats de formation pour bénéficier de formations gratuites et en plus rémunérées. Ça intéresse aussi les entreprises, donc il est plus facile de trouver un contrat en alternance ou un contrat de professionnalisation. Ça a créé un effet d'aubaine, ces centres de formation privés se sont développés, mais derrière, il n'y a pas toujours un service valable. Il y en a qui ont eu des expériences assez aléatoires. Moi, je me souviens que j'avais été tombé dans une boîte qui s'appelle Ecoris, qui monte des écoles dans les zones industrielles, tu finis dans des bâtiments en tôle, enfin bref. Et tu n'es juste qu'un prétexte, un centre de profit pour justifier de frais de scolarité qui vont finir dans les poches des gens qui gèrent le truc. Et ils essayent de monter une formation plus ou moins valable, tu sais, faut que ça donne le change. Et là, ça donnait pas le change, si bien qu'on avait commencé l'année, ils nous avaient expliqué que malheureusement, pour des raisons indépendantes de leur volonté, le diplôme n'était plus reconnu par l'État. Donc on s'était inscrit à une formation de licence qui n'était plus reconnue par l'État au moment où on s'est assis dans la salle de classe. Voilà. Et on te dit, vous en faites pas, au cours d'année, on va retrouver notre agrément. Ce sera rétroactif, même si c'est plus tard, tout ira bien. Enfin, des conneries, quoi. Je n'allais même pas en cours, je suis resté 6 mois, je me suis cassé, j'ai été faire autre chose. Bref, je pense qu'il y a un certain nombre de jeunes qui ont des expériences assez malheureuses dans ces centres de formation pour alternance privée, qui délivrent des diplômes parfois en chocolat, et qui ne sont que des prétextes, des formations prétextes pour pomper l'argent de l'État. Voilà, tu as une signature sur la feuille de présence. Exactement. Et dans les entreprises, il y en a qui forment correctement les gens, notamment dans les milieux de l'artisanat, par exemple, où tu es un peu obligé, tu es là pour ça. Mais il y a des domaines où ce genre de choses ne devrait pas être subventionné, quand c'est pour aller bosser dans la grande distribution ou dans certains métiers de service où tu
T'as fait le tour du boulot en 2 semaines, il y a 0 avantage. Donc tout ça va être supprimé d'ailleurs. L'aide à 6 000 € va être supprimée. Donc qui c'est qui chiale? C'est les confédérations de PME, où on t'explique que là, tout d'un coup, par décret, on supprime le truc, c'est très grave, on va fragiliser les jeunes PME avec une décision hâtive. Les conséquences peuvent être dramatiques, car la suppression d'une aide de 6 000 € par alternant, quand on a 1 ou 2 en formation, c'est lourd à assumer, surtout du jour au lendemain. Sauf que les 6 000 € ils sont déjà versés. Pour un alternant qui va rester en général 2 ans, c'est donc dans 2 ans qu'il faudra remplacer cet alternant subventionné par un autre qui ne l'est pas. Donc ce ne sera pas du jour au lendemain. Et on va simplement revenir à la situation initiale d'avant Covid. C'était déjà intéressant de prendre des alternants, puisqu'il y a déjà des aides et des réductions sur le salaire. Mais bon, tout ça était effectivement une formidable subvention pour les entreprises et pas tellement pour les jeunes. Alors certains en ont profité, c'est vrai. Mais ceux qui en ont le plus profité, c'est les entreprises qui vendent des formations plus ou moins bidons et qui en ont fait un commerce. Et celles qui embauchent les alternants, qui remplacent de vrais employés qu'on doit payer à temps plein, plein pot, par des types subventionnés et payés en une fraction du SMIC. Marc Ferracci, qu'est-ce qu'il nous disait ici sur les élections européennes? On va voir un peu, lui, sa conception des choses. Tu vois, il est convaincu qu'il faut garder dans le débat démocratique des arguments rationnels, documentés et basés sur des faits. Je pense qu'on a au fond, nous autres démocrates, et a fortiori quand on appartient à ce bloc central que vous décriviez tout à l'heure, on a 2 combats parallèles à mener. On a un combat contre nos adversaires politiques qui ne partagent pas la même vision que nous de l'Europe, de l'économie, de l'immigration, de l'insécurité. Et puis on a un combat un petit peu plus large, un petit peu plus global, qui est au fond un combat de méthode, qui est justement de faire prévaloir, en tout cas de maintenir dans le débat démocratique des arguments rationnels, des arguments documentés, des arguments qui soient basés sur les faits. Ça ne fait pas obstacle à ce que l'on parle également aux émotions des gens, à ce que l'on parle au cœur des gens, et c'est très important, et c'est pas toujours ce qu'on fait le mieux dans notre camp politique, mais je pense qu'il faut arriver à marcher sur ces 2 jambes. Mais si on abandonne l'idée d'avoir un débat argumenté, d'avoir un débat rationnel, là, on laisse le terrain à tous les démagos, à tous les populistes, qui sont bien meilleurs que nous sur ce sujet, et qui gagneront le combat si on le mène sur ce terrain-là. Oh, les démagos, c'est les autres, mais évidemment, on nous a absolument pas vendu l'Union européenne sur des arguments démagos de plein emploi, sécurité, retour de la femme aimée, réparation de l'ordinateur à distance, bien sûr. Hein. Donc lui, il est dans le camp du rationnel, argument rationnel documenté sur les faits. On va voir un petit peu ce qu'il en est au cours de cette vidéo, à travers certains éléments, parce qu'ils ont fait une journée du 9 mai, on va voir ça après. On va commencer par BFM. BFM, donc, qui nous parle de la puissance européenne, ce qu'a changé l'Europe dans notre quotidien. Là, on va voir un peu le résultat de 60 ans de construction européenne, cette formidable aventure humaine, unique au monde, où les intérêts nationaux vont être fondus dans un ensemble continental pour peser dans le monde. Le chargeur universel pour les téléphones ou encore la fin des paillettes, eh bien toutes ces lois ont été votées par les eurodéputés. Un Français sur 2 s'estimait mal informé sur le fonctionnement de l'Union européenne et pourtant les lois qui sont votées au Parlement ont des conséquences concrètes sur notre quotidien. Voici 3 mesures. Ah ouais, et donc là, voilà les 3 mesures qu'ils ont sélectionnées sur ces 5 dernières années pour nous parler de l'Union européenne et à quel point ça a un impact sur nos vies fantastiques. Mesures qui ont été prises ces 5 dernières années et qui ont eu un effet concret dans vos vies. Depuis juillet 2021, terminer les gobelets et les couverts à usage unique, cette directive votée par les eurodéputés veut promouvoir les matières réutilisables et réduire la propagation du plastique dans la nature. Bon, le truc sur le plastique. J'ai essayé de me renseigner sur cette directive, ça fait des années que c'est discuté. En 2020 déjà, on trouvait des articles sur le thème « Oh, les gobelets en plastique, dans les restaurants, ça va être fini. Hein. Les couverts, tout ça, les emballages jetables, c'est terminé. Hein. Ah oui, oui, oui. » Et là, on est en 2024 et c'est maintenant le truc qu'ils essayent de nous vendre maintenant. Voilà, c'était dès juillet 2021, d'accord. Sauf qu'en fait, non. Donc, ils ont monté une espèce d'usine à gaz complètement kafkaïenne où tu ne sais plus à quoi tu as droit. Parce que déjà, les couverts réutilisables, bah, ils ont pris les mêmes en plastique, ils ont écrit réutilisable sur l'emballage et ils sont réutilisables. Suffit de pas les jeter. Ils ont trouvé des astuces, les vendeurs de ces trucs, pour contourner les premières réglementations qui avaient été faites sur le sujet. Il suffisait de dire que le truc n'était pas jetable, et c'était bon, tu pouvais continuer à le vendre, c'était le même produit. Alors après, on a eu le droit aux matériaux biosourcés et autres conneries, où on te vendait des couverts en bois, mais emballés dans du plastique, n'est-ce pas? Après, qu'est-ce qu'on a eu? Oui, dans les restaurations. Il fallait plus de couverts jetables et d'emballages jetables si on pouvait manger sur place dans les restaurants.
ou dans les lieux de restauration. Alors ça posait des problèmes pour dans les festivals, parce qu'ils ne peuvent pas monter toute une cuisine pour utiliser de la vaisselle réutilisable. C'est compliqué, donc il a fallu faire des ajustements, tout un tas de critères. Et ben, vous pouvez quand même utiliser des couverts jetables, y compris par exemple pour les food trucks. Si vous avez moins de 20 couverts, vous pouvez utiliser de la vaisselle jetable. Pareil, si le gobelet est lié à un distributeur d'eau, vous pouvez utiliser un gobelet jetable. Là, il n'a pas besoin d'être réutilisable. Ça marche. Par contre, dans la restauration, si vous mangez à table, vous n'avez pas le droit aux couverts jetables. D'ailleurs, j'avais vu un article de resto McDo dans je ne sais plus quelle région de France, où ils avaient essayé d'anticiper le truc. Ils étaient passés à de la vaisselle en dur, réutilisable, mais en plastique. C'est du plastique dur. Bon, ils vont le nettoyer. Ce sera réutilisable. D'accord. Est-ce qu'il y a vraiment un bilan écologique à ce point extravagant? En fait, apparemment non, parce que finalement, dans les fast-foods, le Parlement européen renonce à l'interdiction des emballages jetables. Voilà, intense lobbying, c'est imbitable. C'était le 28 novembre 2023, donc c'est les derniers rebondissements. L'Union européenne travaille actuellement à la révision de son règlement sur les emballages, un texte proposé en novembre 2022. Donc, on nous avait dit que ça avait été interdit en 2021, mais on ne sait plus du tout où on en est sur ce truc. C'était un ensemble innombrable de mesures promettant un Big Bang d'emballage, instaurant une interdiction des contenants jetables pour le service à table, pour ceux qui mangent ou boivent sur place. Donc si tu pars du McDo avec ton casse-croûte, tu as le droit aux emballages jetables. Donc ça, c'était à l'horizon 2030, la vache. Ça fait plus de 10 ans pour supprimer des couverts jetables dans les restos. Et finalement, c'est annulé. Une mesure supprimée par les eurodéputés lors de l'adoption du texte en première lecture, voilà. Un lobbying insistant. Exit aussi pour les condiments, les petits sachets ou pots individuels de ketchup, moutarde, sel et sucre qui sont emballés individuellement. Ça devait être interdit. Ça aussi, on nous avait fait grand bruit. C'est fini, les petites dosettes, tout ça. Ça crée plein de déchets, on les retrouve partout. L'Union européenne va s'en occuper. Non, finalement, il y a un amendement, c'est terminé. Donc on te vend l'Europe puissance qui interdit les dosettes de ketchup pendant 2020, 2022, 2023, puis après, ça c'est supprimé, on a fait prout, il y a eu du lobbying. C'est ridicule. Alors c'est la même chose après pour la suite. Voté par les eurodéputés veut promouvoir les matières. Donc ça c'est ce qu'on a vu. iPhone, Samsung, c'est toujours un calvaire quand il faut charger son téléphone mais qu'il n'y a pas le câble adapté. Eh bien fin 2022... On se croirait en 2014 sur la chaîne de Norman. Les ouvertures faciles, c'est quand même pas très facile, j'ai du mal. C'est pas le bon chargeur. Heureusement, l'Europe va t'aider. Le Parlement a décidé que le câble USB de type C, comme celui-là, sera la norme des chargeurs des petits appareils électroniques d'ici la fin de l'année 2024. L'idée est toujours la même, réduire les déchets électroniques, mais aussi lutter contre le monopole d'Apple sur les connecteurs. Les paillettes dites libres, utilisées pour les carnavals ou les festivals par exemple, disparaissent progressivement des rayons depuis octobre 2023. Les États membres se sont mis d'accord pour... Alors on va interdire les paillettes et les petits bouts de plastique, ça c'est l'Europe puissance. On sent qu'on va pouvoir vivre mieux grâce à l'Europe. Donc, on a maintenant des chargeurs universels, ce qui n'est pas forcément une très bonne idée. Il me semble que déjà, au début des années 2010, on nous promettait déjà une directive sur les chargeurs de téléphone universels, mais cette fois c'était sur la norme micro USB. Bon, il y a eu des évolutions naturelles et les fabricants se sont alignés d'eux-mêmes en fait sur la norme USB-C, qui est beaucoup plus pratique et polyvalente. Et ils l'ont imposé tout seul avant que l'Union européenne débarque pour dire maintenant ce sera comme ça. Oui, c'est déjà comme ça. Fandroid a fait un petit article justement sur l'USB-C en Europe, le fait d'imposer une norme. Est-ce que ce serait une si bonne idée? Pas forcément, parce que déjà pour le confort c'est pas gagné. Ici il nous rappelle que l'USB-C est une norme pour le connectique et pas pour le type d'USB. Rappelons que l'USB-C est une connectique mais pas une norme. On peut faire de l'USB 2.0, de l'USB 3, de l'USB 3.2, de l'USB 4, avec un même connecteur. De plus, la Commission européenne explique que seuls les réceptacles USB type C est exigé, ce qui signifie que les constructeurs pourront fournir un câble USB 2 limité à de la recharge et sans possibilité de transfert rapidement des fichiers. Donc les consommateurs qui ne sont pas forcément très avertis et qui se diront un câble USB-C envoie un autre, non, il y a des qualités en fait extrêmement différentes. Et quand vous essayez de charger un fichier lourd, par exemple sur une clé USB, ça vous est peut-être déjà arrivé, des fois on te vend des clés USB 128 Go, sauf que c'est de l'USB 2, et que pour la remplir, il te faut 3 jours en fait.
parce qu'il y a une vitesse de transfert de données qui est à chier. Donc là, ça va être pareil, où on va te vendre de l'USB-C 2 €, c'est génial. Sauf que le temps de recharge va être extrêmement lent, le temps de transfert des fichiers va être catastrophique, c'est pas grave. Et donc tout ça risque de perdre un petit peu le consommateur. Le problème aussi, c'est la sclérosion de la technologie dans une norme, qui risque d'imposer des limites à l'innovation future. L'article pose une bonne question. Est-ce qu'on serait sorti du micro USB s'il y avait eu une norme européenne? Est-ce qu'on serait passé du micro USB à l'USB-C? Peut-être pas. Peut-être que ça aurait figé en fait la technologie dans une norme qui aura du mal à bouger. Bon, dans 20 ans, l'Europe sera toujours à l'USB-C parce qu'on n'arrivera pas à changer la norme, alors que tout le monde sera à des connectiques beaucoup plus modernes. C'est pas grave. Alors le seul point positif du truc, c'est le unbundling, le dégroupage. On est moins obligé, quand on vend un produit électronique, de fournir un chargeur qui va avec. Et effectivement, ça crée peut-être beaucoup de bordel dans les tiroirs où pour chaque engin électronique, on te vend un chargeur adapté avec un embout spécial. C'est pas plus mal d'avoir un certain alignement et ça va permettre de faire des économies sur ce point-là. Cependant, coup dur pour l'Union européenne, qui est déjà en train de pleurnicher. Non, non, Apple, tu vas pas contourner notre super loi sur le chargeur universel. On nous le disait dans le reportage sur BFM, que l'argument principal, c'était de réduire le monopole d'Apple sur la connectique, leur fameux light machin chose, là. Ils ont une norme propriétaire sur leurs appareils, et ils forcent un peu leurs clients à acheter leurs accessoires. Donc en mettant une norme universelle, y compris sur les Apple, ça leur fait un truc en moins à vendre, et ils sont pas contents. Et donc il y a une rumeur sur le développement par l'entreprise d'un port USB-C qui va brider les accessoires qui ne sont pas certifiés Apple. Et donc là, c'est exactement ce qu'ils veulent faire avec les chargeurs USB-C. Voilà, il aurait l'intention de brider la vitesse de chargeur ou de transfert si le câble ou la prise utilisée ne sont pas des modèles originaux fabriqués par Apple ou certifiés comme tels. On arrive donc aux imbécilités qui nous avaient publié pour le 9 mai la fête de l'Europe. Les différents ministres ont tous publié ce genre de petits encarts faisant la promotion de l'Union européenne et de ce que ce projet merveilleux et à la pointe de la technologie et de l'intelligence humaine apporte dans nos vies. Et donc tout ce qu'ils ont trouvé, c'est le chargeur unique pour tous les smartphones à la fin 2024. C'est grâce à l'Europe. Ça fait 10 ans qu'ils en parlent et qu'ils s'en vantent. Et ce sera toujours pas d'actualité, mais bon, c'est pas grave. Secrétaire d'État chargé du numérique, donc ça c'est Marina Ferrari, on sait pas qui c'est, mais on l'a payé très cher. Quelqu'un a été taquin en montrant qu'effectivement, en termes de numérique, l'Europe est un nain technologique. On voit ici la taille des capitalisations boursières des grandes entreprises du numérique, donc on voit qu'il y a pas mal d'activités aux États-Unis, un petit peu en Chine, avec Samsung, Alibaba, Tencent. Aux États-Unis, bon, on a toutes les compagnies de toute façon qui nous envoient leurs produits. On est une colonie numérique des États-Unis, c'est pas grave. Et on voit qu'en Europe, il y a quelques micro-entreprises, part de marché 4%. Les US sont passés à 69%, 27% en Asie. Voilà, 4%. C'est ridicule. On est un continent où il ne se passe plus rien, parce que peut-être, comme on a pu le voir avec les gobelets, là, les fast-food, la vaisselle jetable, c'est une usine à conneries et à normes, à n'en plus finir, où on surpaye des gens qui nous pourrissent la vie et qui te sortent des normes au kilomètre. Je crois qu'il y a une norme pour poser les cuvettes de chiottes qui fait 17 pages. Pour l'intelligence artificielle, la première chose qu'ils ont fait, c'est de vouloir créer des normes, plus de 200 pages, je crois. Bref, il ne se passe plus rien en Europe. On a d'ailleurs ici le pinacle de l'innovation européenne, dans la même veine des imbécilités sur l'interdiction des couverts jetables au nom de l'écologie, du progrès, de tout ce que tu veux. Maintenant, on a le bouchon attaché à la bouteille. Apparemment, ils ont mis 25 ans. C'est une norme de 2019 qui est entrée en vigueur le 3 juillet 2024, le bouchon solidaire. Tous les bouchons de boissons en plastique, jusqu'à 3 litres, sont concernés. Ils vont être attachés au goulot. Voilà, donc ici, reprenons le contrôle, qui nous explique que ça fait 5 ans. 5 ans que la norme a été votée. Et donc pour la mettre en place et l'imposer aux fabricants, ils ont laissé un délai de 5 ans. Ça veut dire que peut-être bien que ça fait 25 ans que ce truc est en discussion pour attacher le bouchon à la bouteille. Et ces types veulent être à la pointe du progrès, je veux dire, le monde change assez vite, donc ça va être compliqué. Quelqu'un d'autre a comparé cette image, où on voit le avant, le sac de nœuds, avec le après, qui est beaucoup plus simple. Oh, merci l'Europe, hein. Bon, est-ce qu'on fait la même comparaison sur le système électrique?
Évolution de la fourniture d'électricité en France, où avant on avait un système simple avec le monopole d'EDF qui fournissait à des usagers qui payaient EDF. L'État investissait pour construire des centrales gérées par EDF. Tout ça a été financé par des taxes. On voit que le circuit était simple. Et puis après 2022 et la libéralisation européenne, enfin en 2022, la libéralisation ayant eu lieu avec la loi NOM en 2011, on a eu progressivement l'arrivée de cet énorme bordel avec 40 fournisseurs alternatifs qui ne servent à rien, qui piquent de l'électricité à EDF. Tout ça est géré avec RTE et Enedis. Enfin bon, les activités sont segmentées. On ne sait plus qui paye quoi, qui fait quoi. Il y a du fric qui passe dans tous les sens avec des dividendes. Enfin bon, bref. Eh ben, ça va être pire avec la réforme du marché européen. Roland Lescure, ministre délégué chargé de l'industrie et de l'énergie, nous parle du pouvoir d'achat. Avec une électricité décarbonée, pas chère et abondante, c'est essentiel pour les Françaises et les Français, mais pour nos entreprises aussi. Nous le garantissons grâce à l'Europe. Et donc il t'a sorti ce panneau, la stabilité des prix et la maîtrise de nos factures d'énergie avec la réforme du marché européen de l'électricité grâce à l'Europe. Qui avait mis ce marché européen de l'électricité? Ah oui, c'est l'Europe. Et c'est ça justement, c'est ce bordel créé par une réglementation européenne, imposée par l'Europe, qui a créé une volatilité sur les prix et sur les factures de l'énergie, dont on a vu le désastre absolu, je ne vais pas revenir là-dessus, j'en ai déjà parlé dans plein de vidéos. Mais tout ça est lié au fait qu'on a aligné le prix de l'électricité sur, en gros, le prix du gaz et du charbon, et donc forcément, quand il y a un problème sur les énergies fossiles, ça se répercute dans les prix de l'électricité, et c'est le marché européen qui a créé l'instabilité des prix sur les marchés, et donc qui fait perdre la maîtrise des factures, et on a été obligé de créer ce fameux bouclier tarifaire, où l'État a pris en charge la moitié de votre facture d'électricité, ce qui n'a pas empêché le fait que l'électricité soit devenue un bien plus ou moins inabordable pour certains Français qui étaient déjà ric-rac et qui se sont privés de chauffage en 2022-2023. C'est grâce à l'Europe. Donc on va faire une réforme du marché européen de l'électricité qui consiste essentiellement à rajouter des flèches et des cases ici. Ça va rajouter plus de bordel pour essayer de faire en sorte que certains problèmes n'apparaissent pas. C'est dingue. Sans compter que l'Union européenne nous empêche de financer la construction de centrales nucléaires et aussi nous empêche de construire ou d'entretenir les barrages. Vous n'êtes pas sans savoir que les barrages appartiennent actuellement à EDF et sont gérés par EDF, mais comme EDF a le monopole et que la Commission européenne n'aime pas ça, eh bien elle va forcer EDF à vendre des barrages. L'État, les gouvernements successifs s'y opposent, parce qu'un barrage est absolument essentiel dans la gestion d'un système électrique. Ça permet d'avoir une quantité colossale d'électricité. En quelques secondes, tu tournes un robinet, pouf, l'eau sort dans les turbines, et tu as tout de suite plusieurs gigawattheures, peut-être, de puissance qui arrivent sur le réseau. Et c'est un très bon régulateur du réseau. Et si tu privatises les barrages, eh bien tu donnes l'occasion à des entreprises privées de faire du chantage. On veut bien ouvrir le barrage si vous nous donnez beaucoup d'argent. Allez voir le scandale Enron. Il y avait eu des enregistrements, c'était au début des années 2000 aux États-Unis, en Californie, où les types faisaient du chantage à l'électricité et ils disaient ouais, on va fermer les vannes, on va faire une pénurie d'électricité pour faire monter les prix. Et comme derrière il y a des hôpitaux, il y a des maisons de retraite qui étaient alimentées par cette entreprise et qui avaient besoin d'électricité, ils avaient fait un chantage comme ça sur les prix. Si vous voulez que vos gens ne meurent pas à l'hôpital ou dans les maisons de retraite, il va falloir payer pour qu'on ouvre les vannes. Ouais. Tout ça, c'est grâce à l'Europe. Merci l'Europe, c'est merveilleux. C'est un mensonge gigantesque, c'est pas grave, c'est grâce à l'Europe. On passe à Bruno Le Maire. Ça devient de plus en plus lunaire au fil des encarts. La protection de 500 000 emplois industriels face à la concurrence déloyale grâce à l'Europe. Mais on parle de quoi là? De 500 000 emplois en Europe ou en France? Est-ce que c'est un solde net? Ils sont où ces 500 000 emplois industriels? Parce que si on s'intéresse un peu à la part de l'industrie dans le PIB, entre 2000 et 2021, ça recule partout. Alors certes, on est dans une économie de services qui a tendance à se tertiariser, mais il y a un recul assez net, sauf d'ailleurs en Pologne, on va voir pourquoi. On peut voir que toute la périphérie de la zone euro a considérablement désindustrialisé, notamment là dans le nord, Finlande, Suède, Pays-Bas un peu moins, Belgique notamment aussi,
Et puis il y en a qui partaient déjà de bas, hein, comme en France, on passe de 14 à 9. La France est aussi industrialisée que la Grèce, c'est génial. L'industrie s'est surtout concentrée dans le centre de l'Europe pour des raisons géographiques, parce que d'un côté ça permet d'accéder au marché à l'ouest, hein, notamment français, Belgique, Pays-Bas, etc., tout en profitant de la main-d'œuvre pas chère qui est à l'est, et puis des ports qui sont au nord, Anvers, Rotterdam, tout ça. Donc je sais pas où est-ce qu'ils sont les 500 000 emplois. Ils sont peut-être allés en Pologne en fait. Ah, la Pologne. Pologne, terre d'accueil des délocalisations. Pour certaines entreprises, la Pologne s'apparente en effet à un véritable Eldorado économique en plein cœur du vieux continent. Quelques mois après Whirlpool, oui parce que là c'est un article de 2017. Quelques mois après Whirlpool qui avait occupé l'attention médiatique, en janvier 2017, le fabricant américain d'électroménager avait annoncé qu'il fermait son usine d'Amiens en juin 2018. Afin de délocaliser sa production de sèche-linge en Pologne. Au total, 600 emplois sont pas menacés, ils ont été supprimés. Auchan, Leroy Merlin, Jean-Louis David, Promode ou Paul sont également présents en Pologne. Selon les chiffres de l'ambassade de France en Pologne, les investissements directs à l'étranger représentent 40% du PIB de la Pologne. Le principal élément qui explique les délocalisations en Pologne, c'est le différentiel de coût du travail. Mais heureusement que l'Europe nous protège de la concurrence déloyale. Elle n'est pas du tout en train de l'organiser. Non, absolument pas. Pour justifier la délocalisation de l'usine d'Amiens, Whirlpool avait d'ailleurs opté pour une production à grande échelle dans les pays à faible coût de main-d'œuvre. Le coût horaire du travail en Pologne est 4 fois moins élevé qu'en France. Dans d'autres pays de l'Europe de l'Est, comme la Hongrie ou la Roumanie, le coût du travail est même encore plus faible. De plus, les Polonais ont un bon niveau de productivité, même si elle est 2 fois plus faible qu'en France, et un bon niveau de qualification. Alors ici, on nous parle des délocalisations en France. Les délocalisations stricto sensu expliqueraient entre 10 et 20% des diminutions d'effectifs industriels entre 1995 et 2001. Pour rappel, entre 1980 et 2007, la contribution de l'industrie à la richesse nationale est passée de 24 à 14%. Outre les délocalisations, la désindustrialisation tient au processus global de tertiarisation de l'économie, donc c'est normal qu'il y ait un peu une dilution aussi de la part de l'industrie dans le PIB. Donc on parle aussi de gains de productivité, externalisation de certaines activités vers des services, bref. Il n'existe pas de carte des délocalisations qui partent de France, on sait qu'elles sont d'abord intra-européennes. Zone d'accueil des délocalisations, des entreprises de 50 salariés entre 2009 et 2011. 55% partent dans l'Union européenne. Et bien sûr, on ne peut pas interdire les délocalisations, puisque l'Europe implique la libre circulation des marchandises et des capitaux. On ne peut pas taxer les importations des autres pays européens. C'est le principe même du marché commun. Et donc la plupart des délocalisations, 55%, ont lieu dans le marché commun et en Pologne. Et sous ça, est même subventionné par la Commission européenne, par l'argent des Français. Oh. Donc on est un peu dans la même époque, 2020. On va parler des mêmes sujets. On va parler du Goodyear. La direction du groupe japonais annonce vouloir fermer le site en 2021, 863 emplois rayés de la carte. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, pleurniche, il évoque une véritable trahison. Agnès Pannier-Nul à chier, déléguée à l'industrie, veut mettre les dirigeants face à leurs responsabilités, ce qui ne veut rien dire. Et le président du conseil régional demande à ces derniers de renoncer à la fermeture en échange d'investissements que les pouvoirs publics financeraient à hauteur de 50%. Sinon, ce sera la guerre. Hein. Ah, c'était Xavier Bertrand. Oh bah oui, c'est bien. Mettez de l'argent dans l'usine, on vous en paye la moitié. Prenez de l'argent public, sinon on va vous taper dessus. Mais quel clochard ce type, c'est incroyable. Et ce dernier avait déjà versé 500 000 € de fonds publics en 2018. Donc il s'est fait voler l'argent public par des gens qui ferment la boîte. 500 000 € de fonds publics de la région en 2018, année au cours de laquelle le groupe japonais a également touché 1,8 million de fonds d'État au titre du CICE. On rince ces entreprises d'argent public au nom de la compétitivité et elles se cassent quand même à la fin pour aller profiter de subventions ailleurs. La production était tombée de 30 000 à 5 000 pneus par jour, donc on se sentait un peu la fermeture. Et dans le même temps, la production de l'usine Bridgestone de Poznan en Pologne est passée de 24 000 à 30 000 unités par jour. Celle de Tatabánya en Hongrie, créée à la fin des années 2000, a vu sa production tripler entre 2013 et 2017, moyennant un investissement de près de 270 millions d'euros, au moment même où le groupe commençait à renier ses effectifs en France. Donc il y a eu vase communicant, où on a déplacé la production de France vers la Pologne et la Hongrie. Si ce n'est pas une délocalisation au sens strict, ça y ressemble fortement, mais il y a mieux ou pire.
La pauvre multinationale a reçu de grasses subventions de l'Union européenne. Ces 140 millions d'euros d'investissement en Pologne ont été financés à hauteur de 24 millions par Bruxelles, plus précisément par le Fonds européen de développement régional, les fameux FEDER, dont l'objet est officiellement de favoriser les régions européennes les moins développées. Là-dessus, la France a payé 17%, 4 millions d'euros ont été payés par les Français via l'Union européenne pour financer la délocalisation des pneus de Amiens vers la Pologne. Mais l'Europe nous protège, bien entendu. Et la Commission européenne s'en félicite. Elle précise à cet égard que le projet d'investissement mérite ce plantureux coup de pouce parce qu'il concerne des produits de pointe incluant des innovations permettant en particulier de réduire les émissions de gaz à effet de serre. En outre, l'investissement permet de créer 201 emplois et d'en supprimer 800 en France. Voilà, donc ces fonds du FEDER sont distribués par la Commission européenne aux États. Il y avait une question qui avait été posée par un député que j'avais retrouvé, je ne vous l'ai pas montré ici, ça datait de 2006. Et le gars disait, oui, ce serait bien que les fonds européens ne servent pas à financer des délocalisations au sein de l'Union européenne. Et ils avaient répondu que, en fait, on regarde pas. Les fonds européens sont distribués aux États, et c'est eux qui décident à quelle entreprise ils vont les distribuer. Et le seul critère, enfin l'un des seuls critères contraignants, l'entreprise doit avoir son siège social en Pologne pour toucher les fonds distribués par le gouvernement polonais, même si c'est des fonds européens. Et la Commission européenne n'en a rien à foutre tant que le montant des subventions est inférieur à 20 millions. Ils ne regardent pas, ils s'en fichent. Donc n'importe quelle entreprise du monde peut créer une filiale en Pologne, et au prétexte que le siège de cette entreprise est en Pologne, elle est éligible aux fonds européens, et ça peut aussi financer des délocalisations. Mais l'Europe nous protège et on va faire l'Europe puissance en subventionnant des groupes étrangers et en subventionnant des délocalisations intra-européennes. Alors quand la Commission, vous voyez, s'intéresse au montant de plus de 20 millions de subventions distribuées, tu te retrouves avec des arguments débiles. Le pneu, voilà, maintenant c'est un produit de pointe qui va permettre de réduire les gaz à effet de serre. Ok. Donc on n'y voit aucun problème, on s'en fout. C'est là qu'intervient le second argument mis en avant par la firme qui évoque des surcapacités en Europe. Maintenant qu'on a développé les usines là où ça coûte pas cher, on ferme en France. Autre petit cas pratique, ici, les délocalisations ne se font pas exclusivement vers l'Europe de l'Est. En juin dernier, le groupe belge Schreder a annoncé que l'usine Comatelec, dans le Cher, qui fabrique de l'éclairage extérieur, va voir sa production déménager vers le site espagnol de Guadalajara. Des élus locaux, parce qu'en fait c'est les collectivités qui sont les grandes clientes de cette entreprise apparemment, et donc des élus locaux ont imaginé protester en menaçant d'acheter des produits analogues mais qui restent fabriqués en France. Encore une fois, mauvaise pioche, le Code des marchés publics interdit de spécifier une telle condition, ce serait contradictoire avec les règles du marché unique européen. Dans les règles du marché public, tu ne peux pas avoir de préférence nationale, puisqu'évidemment ça va à l'encontre du marché unique. En 2005, la Polonaise Danuta Hübner, qui était commissaire européenne à la politique régionale, confiait au quotidien La Tribune « Il faut favoriser les délocalisations en Europe ». Mais l'Europe protège les emplois industriels face à la concurrence déloyale. Merci l'Europe, merci. On ne peut pas mettre de préférence nationale dans nos propres contrats publics financés avec l'argent public des gens. On ne peut pas se protéger de la concurrence déloyale extérieure. Et on finance même les délocalisations au sein du marché européen qui introduit justement une concurrence déloyale, qui organise la concurrence sur les normes sociales, environnementales et fiscales, et qui transforme en fait les États en petites putes des multinationales pour essayer d'obtenir une usine par-ci, un bout d'emploi par là. Venez investir chez nous, s'il vous plaît. Non, ne délocalisez pas. S'il vous plaît, restez, on vous donne de l'argent. On finance la moitié de vos investissements. On vous a déjà donné 500 000 balles. On vous donne même 1,8 million pour que vous n'ayez pas à payer les cotisations en France. Eh ben non, ça suffit pas. Mais l'Europe nous protège. L'Europe ne nous protège absolument pas donc à l'intérieur du marché commun qui organise justement une concurrence entre les États. Mais elle ne nous protège pas non plus de l'extérieur. J'aurais pu vous citer les panneaux solaires, par exemple, l'affaire des panneaux solaires où l'Allemagne a sacrifié l'industrie européenne pour vendre ses bagnoles à la Chine. Il y a aussi en ce moment le déluge des subventions versées par les États-Unis qui est en train de menacer l'industrie européenne. Là aussi, l'explosion mystérieuse des gazoducs Nord Stream a fortement renchéri les coûts de l'énergie en Europe, permettant aux États-Unis de vendre son GNL bien plus cher que eux ne l'utilisent, que eux ne se le vendent aux États-Unis. Donc déjà, première concurrence déloyale, un écart sur l'énergie.
Là aussi, il y avait aussi la question du nucléaire que je voulais aborder. J'avais fait une vidéo spéciale sur le sujet que je vous invite à aller voir. Peut-être que je la mettrai à la fin. Comment les États-Unis sont en train de mettre la main sur la fourniture d'énergie en Europe à travers justement le GNL, mais aussi à travers le nucléaire, où ils débarquent avec une solution clé en main créée par le gouvernement des États-Unis, où ils ont mis en commun tous leurs savoir-faire nationaux, toutes les entreprises privées, pour fournir à la fois du financement pour les centrales, études d'implantation, construction, formation de la main-d'œuvre ensuite sur place, contrat d'entretien, tu as tout. Tu as la solution clé en main donnée par les États-Unis pour monter des centrales nucléaires en Europe. Il y a déjà beaucoup de pays d'Europe de l'Est qui sont en discussion apparemment pour se tourner vers ces solutions américaines, parce qu'en Europe, tu as un merdier bureaucratique insondable, avec des réglementations qui interdisent d'avoir des aides publiques d'État. Voilà, donc le financement c'est compliqué, et puis le nucléaire c'est pas bien, etc. Bref, il faut des panneaux solaires et du photovoltaïque, n'est-ce pas? C'est tellement mieux. Donc les États-Unis sont en train de se tailler la part du lion sur le nucléaire, sur la fourniture du gaz en Europe. On sera complètement dépendant d'eux, et ils sont en train d'absorber l'industrie européenne après avoir saboté la fourniture de gaz. Non seulement ils proposent un gaz moins cher, mais ils sont en train de déverser des subventions à n'en plus finir sur leurs entreprises, et surtout de les réserver au marché américain et à des entreprises américaines. On avait vu par exemple le cas de Tesla qui hésitait à implanter son entreprise de bagnole en Europe, parce que ça la privait des subventions américaines. Si elle renvoyait les voitures fabriquées en Europe aux États-Unis, elle n'était pas éligible au bonus. Par contre, l'inverse était vrai. Elle pouvait fabriquer ses voitures électriques aux États-Unis, être éligible au bonus américain, mais en même temps, tout exporter en France, en Europe, et être là aussi éligible au bonus européen pour favoriser l'achat de bagnoles électriques, comme il nous le disait ici. Formidable plan de relance européen qui a permis de financer le bonus écologique pour acheter les voitures électriques. C'est vachement bien, sauf qu'en fait, elles sont plus fabriquées en Europe. Elles viennent de Chine, elles viennent des États-Unis. Mais l'Europe nous protège. Alors, où est-ce qu'on en est? Il y en a tellement. Encart suivant avec Amélie Oudéa-Castaldo, qui est toujours en poste, malheureusement, ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc, elle nous a fait un truc sur le sport, qui veut rien dire. Voilà. Pour un modèle sportif ouvert, basé sur l'équité et la solidarité. Ça aussi, c'est une sacrée plaisanterie. On va bien rigoler. Alors, elle nous a fait un petit texte, et il n'y a rien qui va. Ce soir, nous regardons avec bonheur et passion le match de l'OM en Europa League, l'une des compétitions européennes organisées par l'UEFA dans un modèle ouvert, pyramidal, basé sur le mérite sportif. Il y a des gens qui lui ont rappelé que dans UEFA, le seul lien avec l'UE, c'est les deux premières lettres, parce que l'UEFA est antérieur au traité de Rome, premièrement. Le siège est en Suisse, à Bâle, et l'UEFA regroupe plus de 50 pays, notamment la Russie, le Kazakhstan, Israël, la Suisse aussi. Bon, ça n'a rien à voir avec l'Union européenne, mais rien. Une illustration concrète du modèle sportif européen, sachant que bon, l'UEFA est quand même pris dans des scandales de corruption à n'en plus finir avec la FIFA, tout ça, c'est un peu des margoulins. C'est pas forcément l'exemple que j'aurais pris, quoi. Enfin, cela dit, si, la corruption, ça correspond bien à l'Union européenne. Alors, on va voir un petit peu, parce qu'il y a 3 mots-clés et il n'y a rien qui va. Donc déjà, le modèle sportif basé sur l'équité. Est-ce que quand la Commission européenne estime que les athlètes transgenres peuvent concourir dans les catégories féminines, est-ce que ça correspond à l'équité? Est-ce que ça, c'est équitable? Par exemple, le scandale aux États-Unis avec le nageur, je ne sais plus quoi, Lia Thomas, qui était 300e, je crois, dans la catégorie homme, qui a changé de sexe et qui est maintenant premier dans la catégorie femme. Mais tout va bien. Pareil, dans les courses à pied, dans les combats de boxe, il y a quand même des sacrés problèmes dans les compétitions féminines où les transgenres sont en train de remplacer les femmes dans tout un tas de domaines. Autre élément d'équité, on a par exemple Macron qui va rencontrer Florentino Pérez à l'Elysée pour discuter de la participation de Kylian Mbappé aux Jeux Olympiques. Donc Florentino Pérez, je ne connais pas grand-chose en foot, mais j'ai vu que c'était le président du Real Madrid où joue Mbappé. Et il se trouve qu'il y a l'Euro de foot 2024 cet été, et apparemment ils sont déjà en disponibilité de leur club pour participer à cet événement, et Macron va devoir discuter, à huis clos du coup, avec le président du club espagnol, pour essayer de le forcer à accepter que Mbappé joue aux Jeux Olympiques, et donc ne soit pas disponible pour le Real. Est-ce que ça correspond au modèle ouvert?
Hein, deux mecs qui discutent à huis clos, font un arrangement secret pour obtenir qu'un joueur participe à un truc plutôt qu'à un autre. Est-ce que c'est ça le modèle ouvert sportif européen? On ne sait pas. Solidarité maintenant, hein, puisque ça parlait aussi là basé sur la solidarité. On a appris ici que le Variété Club, un club de foot de Jacques Vendroux, joue des matchs de charité avec Didier Deschamps, Yannick Noah, Emmanuel Macron aussi, et Mediapart révèle qu'une grande partie de l'argent généré par le sponsor, mais aussi des invités payantes à l'Élysée, va pas aux démunis, mais au fils Vendroux. Tiens donc, oh comme c'est bizarre. Alors l'article de Mediapart est lié et payant, mais l'essentiel est ici dans cet article de Ouest France. Juteux business. Donc Jacques Vendroux est un journaliste sportif qui bosse maintenant pour Europe 1 et le JDD version Bolloré. Son fils, Baptiste Vendroux, lui-même journaliste sportif pour Prime Video, et Tom Rochateau, ils ont donc les trois là avec Tom, donc Jacques, son fils, et puis Tom Rochateau, ont créé une société qui s'appelle Ventilosport et qui organise des galas, dans le gala du Variété Club machin. Et en marge de ce gala, Ventilo propose des places pour une réception qui est organisée à l'Élysée à l'issue des matchs, 2 places pour 25 000 balles et jusqu'à 10 places pour les partenaires majeurs à 75 000 euros. Comme le signale Mediapart, les revenus du sponsoring vont directement dans les caisses de Ventilo, donc la société qui organise l'événement. Et au-delà du sponsoring, le Variété Club incite ses sponsors à verser un don aux œuvres de charité. Donc l'argent qui sert à financer les places pour participer au dîner de l'Élysée, il va pas dans les œuvres. Faut donner en plus. La plus-value de l'agence de sport ne semble pas évidente. Mediapart montre que les montants reversés aux bénéficiaires du VCF n'ont pas substantiellement augmenté depuis la création de Ventilosport il y a 6 ans. Donc ils prennent du fric et ils le gardent. Par ailleurs, Mediapart estime que Variété Club de France permet de faire du lobbying à l'Assemblée nationale en approchant les membres de l'équipe de foot parlementaire. Ventilo organise aussi des matchs caritatifs pour cette équipe informelle créée en 2014 par les députés. La mise en relation a été faite par Carl Olive, député Renaissance des Yvelines, sont toujours dans les bons coups eux, capitaine de l'équipe parlementaire et président du VCF. Ah, on commence à faire les liens là. Selon les documents consultés par le média d'investigation, le rapprochement de Ventilo et de l'équipe parlementaire permet de mettre en relation des députés et des acteurs privés et chefs d'entreprise, ce qui s'apparente à du lobbying déguisé. Sous couvert d'organiser des matchs de foot, finalement sur la pelouse on va plutôt discuter des dernières législations. Le site révèle que Google, Meta, TikTok ont été partenaires du VCF en septembre 2022 aux côtés de la start-up française Sorare, jeu de fantasy football, alors que leur secteur d'activité est au cœur d'enjeux législatifs importants. Les intéressés n'ont pas souhaité s'exprimer. Est-ce que c'est ça la vision du modèle sportif européen basé sur l'équité et la solidarité, où les matchs de gala sont un prétexte en fait à soutirer du fric? Il faut savoir d'ailleurs que donc on a une boîte privée, Ventilo, qui vend des places pour participer à un dîner à l'Élysée qui est public, enfin qui est financé sur fonds publics. L'accès à la réception élyséenne organisée à partir de fonds publics est monétisé par une boîte privée qui se fout l'argent dans la poche, et le tout au prétexte d'actions caritatives. C'est merveilleux, hein? Grâce, le modèle concret de motif sportif européen basé sur le mérite. Grâce à l'Europe, nous avons ce modèle sportif basé sur l'équité des compétitions, le mérite sportif, un modèle qui permet et organise aussi la solidarité entre le sport professionnel et le sport amateur. Je ne sais absolument pas en quoi l'Union européenne permet d'avoir un modèle sportif basé sur l'équité des compétitions, le mérite sportif. Ça ne renvoie à rien de concret. Je suis incapable de vous dire à quoi elle fait référence. En tout cas, cette dame, on sait que la solidarité entre le sport pro et le sport amateur, c'est pas trop son truc, parce que elle a été présidente d'une fédération de tennis qui organise Roland-Garros, et elle s'est versée 500 000 balles en un an pour être à la tête de cette fédération. Cette dame n'a apporté aucune valeur ajoutée. Roland-Garros existait avant, ça existe après. Elle a pris 500 000 balles pour quoi? Pour rien du tout. Mais elle va vivre grassement sur l'argent généré par cette compétition. Par contre, les petites fédérations de tennis en province, elles peuvent crever la gueule ouverte. À mon avis, l'argent de Roland-Garros, ils n'en voient pas la couleur, puisqu'il y a Amélie Oudéa-Castois-de-Lac qui en a déjà pris une grosse partie. Mais ça, c'est la solidarité entre le sport pro et le sport amateur, bien entendu. C'est elle, le sport amateur, j'imagine, qui capte la solidarité.
Juste pour rappel, le prédécesseur d'Amélie à son poste de direction de la fédération de tennis vendait sous le manteau des billets pour assister à Roland-Garros, il le vendait au black. Apparemment, il n'était pas assez bien payé encore. Mais c'est le modèle ouvert, basé sur le mérite. Tout va bien. Nouvelle connerie, Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, nous vend l'Europe. La rénovation énergétique des bâtiments, c'est grâce à l'Europe. Les bâtiments de l'État sont rénovés grâce à l'Europe. Quelqu'un lui a quand même rappelé que la France est contributrice nette. La France donne 28 milliards à l'Union européenne pour financer le budget courant, en plus des conneries de plan de relance. Elle en récupère que 13, dont 9 pour la PAC, ça fait donc une perte de 15 milliards. Donc quand l'Union européenne finance la rénovation énergétique des bâtiments, on a perdu un tiers du fric dans le circuit de l'argent français qui passe par l'Union européenne, qui réatterrit en France, et puis on va mettre des grands panneaux financés par le FEDER. Génial. C'est grâce à l'Europe, d'accord. Il se trouve que grâce à l'Europe, en fait, l'État est surtout en train de vendre son patrimoine pour se désendetter. Il y a un petit reportage là qui est sorti il y a 2 jours, et il y a un exemple type que je vais pouvoir vous partager. Vous avez ici un bâtiment qui est lié au château de Versailles. Il n'est pas dans le périmètre du château, mais il faisait partie des dépendances. C'était là qu'était organisée l'intendance du château. Et ce truc-là va être vendu, a été vendu, pour 13 millions d'euros. Et on va voir à qui et pourquoi. Nous tombons nez à nez avec un homme qui se présente comme l'acheteur de la surintendance. Il nous explique qu'il travaille pour une société spécialisée dans les placements immobiliers. Nous, c'est la rénovation de bâtiments, de préférence monuments historiques et secteurs sauvegardés. Que vous accompagnez dans une transformation, en fait, c'est ça? Cette transformation donne une partie défiscalisable pour les investisseurs. D'accord, Voilà. donc ça veut devenir des logements. Tout à fait. Et on peut vous demander de combien était votre offre? Non. En résumé, via sa société, les investisseurs acquièrent ce bâtiment historique, le restaurent, le divisent en appartements, puis le louent. Et grâce à la loi Malraux, leur placement est défiscalisé. D'après nos informations, la vente a été conclue pour 13 millions d'euros. Dessinée par Mansart, l'architecte de Louis XIV, la surintendance est donc désormais propriété privée. Bon, le bâtiment est quand même un petit peu fatigué. Ils n'en faisaient pas grand-chose, visiblement. Alors qu'ils le vendent, faut voir. Mais en tout cas, tu as comme ça du patrimoine public qui est régulièrement vendu, parfois à des prix un peu sous-estimés, on n'a pas bien regardé. Donc là, 13 millions d'euros, et tout ça va donner lieu à la loi Malraux, effectivement, niche fiscale, 100% des travaux sont déduits des revenus, alors c'est jusqu'à 30%, j'ai vu. J'ai regardé un peu, j'ai jeté un œil vite fait. C'est un peu compliqué, la loi Malraux, j'ai l'impression. Mais effectivement, tu as comme ça des sociétés qui se montent, des SCI qui vont trouver plusieurs investisseurs pour monter une SCI qui va racheter un bâtiment historique, le rénover, obtenir tout un tas de subventions, d'aides. C'est des gens qui sont spécialisés dans ce domaine, qui vont obtenir aussi des déductions d'impôts. Et donc, tu as comme ça du patrimoine de l'État, parfois pas très bien vendu, qui est capté par les plus riches, qui ont tout un tas d'avantages fiscaux ensuite et d'aides diverses pour les rénover. Si ça se trouve, d'ailleurs, ils captent des subventions européennes au titre de la rénovation des bâtiments. En 2005, les caisses de l'État sont vides et il faut trouver de l'argent. Le gouvernement décide alors d'accélérer les ventes de son vaste parc immobilier et il multiplie par 10 le bénéfice de ces ventes. On a vendu pour 3 milliards d'euros d'immobilier. Donc c'est important, c'est autant qui vient réduire la dette. C'est pour réduire la dette, c'est pour rester dans les clous des 3% de déficit et de conneries comme ça. Donc l'Union européenne force l'État finalement. Il pourrait rénover et s'occuper lui-même de ses dépendances. Si tu veux plus les garder en dépendance du château, ils auraient pu les donner à des organismes qui s'occupent de ça, ou faire du logement social, ou que sais-je encore. Non, on va donner ça à des privés parce que vraiment on n'a plus de sous. On n'a plus de sous, on ne sait plus rien faire, il faut faire rentrer de l'argent en plus tout de suite. Donc on prend les 13 millions tout de suite. Voilà, comme Eric Woerth, il dit, on a récupéré 3 milliards, comme on a pu, et c'est autant qui va pour le désendettement. Et tout ça, c'est pour obéir aux règles maastrichtiennes de l'Union européenne.
dont on a découvert en 2020 qu'elles étaient stupides. Hein, voilà. Donc ouais, la rénovation énergétique des bâtiments grâce à l'Europe, on n'en voit pas la couleur. Et au contraire d'ailleurs, l'Europe multipliant les normes à n'en plus finir dans l'immobilier, tout ça renchérit le coût des rénovations dans des proportions considérables. Ah, Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, mesdames, messieurs. Lui, il est censé s'occuper de la souveraineté alimentaire. On va voir un petit peu ce qu'il nous dit. Une alimentation saine, sûre, durable et de qualité grâce à l'Europe, et on te met le petit panier de haricots, comme c'est pittoresque. Grâce à l'Europe, les consommateurs européens bénéficient d'une très haute exigence de sécurité, de qualité, de durabilité de notre alimentation. On va voir ce qu'il en est. Ces précédents scandales alimentaires qui ont frappé l'Europe, donc là c'était en 2017 et c'est pas exhaustif, c'était à l'occasion apparemment d'un petit problème de salmonelle chez Lactalis, hein, il y a parfois des soucis. Alors on se souvient des œufs contaminés au fipronil, un insecticide. Tout ça s'était retrouvé chez Aldi en Allemagne, des œufs en provenance des Pays-Bas avec un taux trop élevé. 15 pays de l'Union européenne avaient été touchés. L'affaire de la viande de cheval aussi, scandale alimentaire non sanitaire, mais qui avait permis de mettre à jour la complexité et l'opacité des circuits d'approvisionnement et de transformation suivis par la viande sur le continent. Une viande achetée en Roumanie, stockée aux Pays-Bas avec un intermédiaire chypriote, tout ça par une entreprise française, bref. D'ailleurs, eux, ils ont pris cher, hein, Sponghero, ils se sont fait mettre en liquidation judiciaire, ils ont pris un peu pour tout le monde. Les tartes au caca en 2013, chez Ikea, les tartes chinoises. Les autorités sanitaires chinoises ont signalé qu'elles ont détecté des bactéries témoins d'une contamination fécale. En France, il y avait déjà eu 6000 tartes consommées quand la DGCCRF est intervenue. L'histoire ne dit pas quelle proportion de bactéries étaient présentes dans les tartes au caca de Ikea. Il y avait aussi les boulettes au caca. Hein. Ça, c'était plus récent, ça. Bactéries E. coli en Allemagne. Bon, ça, c'est assez régulier. Hein. On a eu aussi le problème avec les pizzas Buitoni qui rendaient les enfants aveugles. Le scandale de la vache folle. Bon, là, on remonte un petit peu à des années antérieures. Un scandale particulièrement européen, c'était l'huile de vidange. 40 000 tonnes d'huile de tournesol en provenance d'Ukraine, hein, les problèmes étaient déjà là, mélangées à du lubrifiant pour moteur, sont présentes dans les rayons des magasins français. Alors c'est présent aussi dans de la mayonnaise, des plats cuisinés, vinaigrettes, des paupiettes de veau, du thon, des cookies, bref, il y en a un petit peu dans tout. Selon un communiqué de la DGCCRF du 15 mai 2008, il ressortirait qu'étant informé de la fraude le lundi 7, l'importateur Cepol, numéro 1 français de la transformation des oléagineux et propriétaire de Le Sieur, a prévenu la répression des fraudes le mardi 22, blablabla. Une grande quantité d'huile achetée en Ukraine est complétée à l'huile de moteur, de l'huile minérale dérivée des hydrocarbures. Le Canard enchaîné déclare que selon ses sources, 2800 tonnes d'huile livrées en France, 19 tonnes étaient de l'huile de moteur. Et quand la France a informé les pays européens, on s'est aperçu que cette cargaison faisait partie d'un lot de 40 000 tonnes avec un taux de contamination de 58 grammes d'huile de moteur par kilo d'huile. Tout ça a été distribué en France, Pays-Bas, Espagne, un peu partout. L'huile de tournesol brute coûtant 1 800 € la tonne et 280 € la tonne pour l'huile de moteur, qui ont été amalgamées, on arrive à calculer qu'un bénéfice de 504 000 $ a pu être fait par les escrocs. C'est misérable. C'est vraiment des gains petits. Alors la Commission européenne et la répression des fraudes donnent l'alerte. Officiellement, l'huile frelatée et les plats préparés sont retirés des rayons. Ils ont retiré plus de 200 produits chez Carrefour. Mais il y a un problème de traçabilité qui se pose parce que, comme vous avez vu, il y en a partout et dans tout un tas de produits. Combien de produits contenant de l'huile frelatée ont été distribués entre-temps? Tous les produits contenant de l'huile contaminée n'ont pas été retirés des rayons. Résultat, il a fallu trouver une solution pour éviter qu'un produit interdit à la vente soit à la vente. On l'a autorisé. Le 2 mai, la Commission européenne a autorisé la vente d'aliments contenant moins de 10% d'huile de tournesol frelatée. Voilà, comme ça c'est légal. Donc vous avez maintenant une réglementation européenne édictée par la Commission qui nous promet les normes les plus exigeantes de sécurité, de qualité, de durabilité, etc. Quand il y a un problème, qu'est-ce qui se passe? On glisse l'affaire sous le tapis et on autorise la vente de produits alimentaires contenant moins de 10% d'huile de tournesol frelatée. Il y aura un petit goût, mais c'est légal. Et donc tout ça continue aujourd'hui. J'avais fait des vidéos spéciales, je vous y renvoie, sur l'agriculture. Comment on sacrifie l'agriculture sur l'autel de l'Ukraine, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu des dérégulations pour soutenir l'économie ukrainienne, suppression des droits de douane et suppression de l'exigence normative aussi.
Donc là, ils ont été voir une ferme géante de poulets qui est en train d'envahir nos rayons. Alors évidemment, tout ça ne respecte aucune norme européenne en termes d'alimentation, de concentration, de médicaments, enfin, il n'y a rien qui va. Bernard Willem, consultant agricole en Ukraine depuis plus de 20 ans, dénonce effectivement une concurrence déloyale. Ce qui est produit en Ukraine n'est pas comparable à ce qui est produit en Europe. On se trouve devant une concurrence irrationnelle. Oh mais je comprends pas, moi, Bruno Le Maire, il nous a dit que l'Europe protégeait les emplois face à la concurrence déloyale. Et finalement, on nous explique qu'au nom de la guerre en Ukraine et de je ne sais quelle andouillerie, on va mettre les agriculteurs français face à une concurrence déloyale et les mettre en concurrence directe, sans droit de douane, avec des agriculteurs ukrainiens qui n'ont pas du tout les mêmes normes. Depuis le début de la guerre en Ukraine, les agriculteurs européens alertent sur le poulet ukrainien, puis les œufs, puis le blé, tout ça, qui inonderait le marché intérieur. En cause, l'exonération de droits de douane sur les importations accordées par Bruxelles pour aider Kiev à maintenir son économie à flot. En marge du sommet européen de Bruxelles le 1er février, Macron a lui-même dénoncé l'augmentation des importations de poulet ukrainien en Europe. Même Macron trouve que c'est exagéré, mais on te vend l'Europe qui protège de la concurrence déloyale et qui te permet d'avoir une haute exigence de sécurité et de qualité dans notre alimentation, bien entendu. Alors ça va plus loin, donc non seulement au sein du marché commun, vous avez une organisation volontaire de concurrence déloyale avec l'Ukraine, ça pose pas de problème, mais c'est aussi un manque de protection de nos filières vis-à-vis de l'international. Malgré ce qui est écrit ici, grâce à l'Europe, voilà, les consommateurs européens bénéficient d'une alimentation accessible, ancrée dans les territoires et les terroirs, avec la valorisation des AOC et AOP dont nous sommes fiers. L'Europe, c'est la garantie de la protection au-delà des frontières de nos signes de qualité. Il faut savoir que les IGP européens ont tendance à raboter les considérations nationales qui sont dans les AOC et AOP. Ça, c'est comme le bio. Le label bio français était beaucoup plus exigeant que le bio européen, surtout quand ils ont signé tout un tas d'équivalences dans le bio avec des pays comme la Chine, comme le Brésil ou comme un tas d'autres. Et au prétexte que ces pays considèrent que c'est bio chez eux, eh bien c'est bio en Europe. On avait vu ce que ça donnait dans la spiruline par exemple. Je vous renvoie aux produits de merde sur la spiruline pour voir comment le marché est inondé de spiruline de merde, labellisée bio, tout ça se vend dans les épiceries bio comme des produits de qualité, c'est dégueulasse. Et à côté de ça, l'agriculteur français qui produit sa spiruline n'a pas le droit à la labellisation bio parce qu'il y a des normes européennes complètement débiles qui ne correspondent pas à ce produit. Et que ce soit au niveau français ou européen, vous ne pouvez pas avoir de labellisation bio pour ce produit. Mais en Chine, ils peuvent. Et donc tout le bio de la spiruline vient de Chine. Il y a eu des évolutions dernièrement, mais pendant des années, c'était comme ça. Mais bien sûr, l'Europe nous protège au-delà des frontières et protège les sigles de qualité, bien entendu. Donc ça, c'était la petite aparté sur le bio. Il faut savoir aussi que les AOC et AOP, au niveau international, ils ne sont pas vraiment protégés. C'était en 2017, lors de la campagne des présidentielles, il y avait déjà le sujet du CETA. Alors on a l'article de débunkage de ces faux culs de fact-checkers qui, au prétexte qu'il y a un truc qui n'est pas 100% exact, eh bien on te dit que c'est totalement faux. Donc là on avait David Rachlin, directeur de la campagne de Marine Le Pen, qui avait dit: est-ce qu'il faut continuer à soutenir les labels de qualité comme nous le faisons? Sont-ils protégés par le CETA? Non, non, absolument pas. C'est l'exact inverse. Verdict de nos fact-checkers, c'est totalement faux. Ah non, ils sont très bien protégés, regardez. On nous dit ici que dans le CETA reconnaît bien 171 indications géographiques protégées, les dénominations européennes des AOP et AOC françaises. Sur ce total, la France en compte 42. Ok, sur combien? AOP, AOC, tout savoir sur les signes officiels de l'origine. Là, on est sur le site du ministère de l'Agriculture, où on apprend qu'il existe près de 2000 produits sous AOP au sein de l'Union européenne, et la France en compte 489. Ici, on nous en protège 171, dont 42 français. Donc, dans plus de 90% des cas, les IGP ne sont pas protégés dans les traités internationaux comme le CETA. Mais on te dit non, c'est totalement faux. Dire que le CETA ne protège pas les labels de qualité, c'est faux. Dans 90% des cas, c'est vrai, ça ne protège pas. Mais comme c'est vrai, mais comme il y en a à peine 10% qui sont protégés dans le cadre du CETA, oui, l'Europe nous protège et protège nos labels de qualité à l'international, bien entendu. Donc le mec est en charge de la souveraineté alimentaire. Sauf que le type n'a aucun contrôle sur la politique agricole commune, qui est une compétence exclusive de l'Union européenne, et il n'a aucun contrôle sur le commerce extérieur, sur la politique de commerce extérieur, donc liée à la protection des AOP, tout ça, à la signature de traités internationaux. Là aussi, c'est une compétence exclusive de l'Union européenne.
Donc quand ce gars est ministre de l'agriculture, c'est plus son boulot, et la souveraineté alimentaire, c'est doublement plus son boulot. Qu'est-ce qu'il fout là? Il sert à rien. L'occasion donc de réécouter Marc Ferracci. Et puis on a un combat un petit peu plus large, un petit peu plus global, qui est au fond un combat de méthode, qui est justement de faire prévaloir, en tout cas de maintenir dans le débat démocratique des arguments rationnels, des arguments documentés, des arguments qui soient basés sur les faits. Est-ce que vous en avez vu un seul qui ont basé leurs arguments sur des faits? Ce n'est que des imbécilités. On te vend l'Union européenne avec des propos péremptoires, faux, ou des absurdités sur le thème « Ah, c'est génial, on a supprimé les paillettes, il y aura un chargeur de téléphone, et puis peut-être que dans certaines conditions, en fonction de tout un tas de réglementations et de conditions, peut-être que la vaisselle jetable sera interdite, mais on n'est pas sûr. » Les européistes n'ont plus aucun argument rationnel basé sur les faits pour nous vendre l'Union européenne. Ils ont vraiment plus rien. D'ailleurs, je vous mets au défi dans les commentaires d'en trouver. Il n'y a aucune mesure politique prise au niveau européen qu'on ne pourrait pas prendre au niveau national. Et on la prendrait plus efficacement au niveau national qu'au niveau européen, où on a vu que oui, c'était pour attacher le bouchon de la bouteille à la bouteille. 5 ans de mise en œuvre et 25 ans apparemment de discussion au niveau européen. Il y a vraiment zéro avantage à être dans l'Union européenne, même l'euro n'a aucun intérêt. Ça sert surtout aux multinationales pour favoriser les délocalisations, quoi. Alors tout ça nous amène à la conclusion, à quoi servent les députés européens, parce qu'on vit quand même là dans une campagne qui est délirante. On va faire un petit point là-dessus. Les députés européens sont en fait répartis par pays et par groupe politique. Alors déjà par pays, la France compte 79 députés européens sur 705, c'est-à-dire 12% du total. Sur ces 12%, vous avez une répartition par pays, puisque c'est une élection à la proportionnelle, et vous pouvez voir que le plus gros groupe parlementaire actuellement, c'est Renaissance, avec 23 députés, le RN en a 18, et puis après, 12 pour les Verts, 6 pour la FI, enfin l'équivalent de la FI, c'était pas ça à l'époque. Donc vous avez déjà une division par pays, au sein des pays vous avez une division par coloration politique, et ces gens vont ensuite aller s'encastrer dans des groupes européens. Où est-ce que c'est? C'est ici, voilà. Vous avez les groupes politiques du Parlement européen. L'organisation des groupes politiques au sein du Parlement est spécifique. Plutôt que de se référer uniquement aux intérêts nationaux, les députés européens sont invités à se regrouper dans des formations plurinationales représentatives d'intérêts communs. C'est grosso merdo de vagues lignes politiques communes. Donc vous avez plusieurs groupes. Ici vous avez d'abord les non-inscrits avec 61 députés, les nationalistes, le groupe ID, qui intègre les députés du renoncement national. Et on avait vu, par exemple, qu'il peut y avoir des problèmes de cohérence au sein de ces groupes. Le groupe des nationalistes ID, sur le vote du Mercosur, la totalité avait été pour le Mercosur, sauf les membres du renoncement national qui votent en fonction de considérations nationales pour venir dire ensuite auprès des agriculteurs, regardez, nous, au Parlement européen, on a voté contre telle proposition. On n'en a rien à foutre. T'es dans un groupe parlementaire qui est majoritairement pour. Donc quand ce groupe se retrouve en commission à discuter du Mercosur, le RN est minoritaire au sein de cette minorité du Parlement. Donc c'est ridicule. 69 pour les conservateurs, le PPE, chrétien-démocrate, c'est un peu la droite mollassonne. On a ici les libéraux, ça c'est le groupe de Macron. On avait vu aussi qu'il y avait dans ce groupe, il y a ce parti des Pays-Bas qui a fait l'alliance au niveau national avec le parti caca, le parti d'extrême droite. Donc on a Valérie Hayé au niveau national français qui dit il faut lutter contre l'extrême droite. Demain, l'extrême droite peut avoir une minorité de blocage au Parlement européen, c'est très très grave. Et ensuite, ils sont dans un groupe avec d'autres partis qui, eux, font alliance au niveau national avec l'extrême droite, qui sera dans le groupe ID. Tu vois le problème? Donc, il y a des considérations nationales là-dedans qui font que ces groupes sont eux-mêmes extrêmement divisés. Donc après, tu as les écolos, le groupe des sociaux-démocrates type PS, et puis la gauche, dans lequel on va retrouver les députés de la France Insoumise, entre autres. Ce qui nous fait 8 groupes différents. Le plus gros, c'est les chrétiens démocrates avec 176 députés sur 705. 176 sur 705, à peine 20%. Donc ce Parlement est en minorité constante déjà au sein des groupes politiques du Parlement. Il n'y a jamais de majorité. Au sein même de ces groupes, comme ils sont composés de députés de divers pays, tu as des différences politiques en termes d'intérêts nationaux et de considérations politiques
qui sont considérables, ce qui fait qu'ils n'ont rien en commun. Ils sont en situation de cohabitation absolument permanente, ce qui fait qu'il n'y a jamais de majorité dans ce Parlement. Donc ils ne peuvent jamais mettre en place de politique, d'autant plus qu'ils ont des pouvoirs assez restreints. Vu que c'est la Commission européenne qui a l'initiative des lois, ainsi que le Conseil de l'Europe, enfin le Conseil européen. Et les votes au Parlement sont essentiellement consultatifs, parce qu'il faut un certain quorum, il faut atteindre un certain score qui n'est pas la majorité, qui n'est pas 50% pour que ça ait une valeur légale. Il y a une majorité qualifiée pour que l'avis des députés européens ait un impact. Et si la Commission européenne se retrouve bloquée parce que la majorité qualifiée du Parlement aura rejeté une demande, une proposition de la Commission, eh bien la Commission peut très bien abandonner son projet, le reproposer sous un autre nom et recommencer jusqu'à ce que ça passe. Donc ce Parlement ne sert à rien essentiellement, il est là pour donner un vernis démocratique à ce qui est essentiellement une dictature. Macron nous fait le coup des extrêmes qui vont bloquer le Parlement, tout ça c'est des conneries. Moi je vous invite à aller voter quand même à ces élections européennes, ne serait-ce que pour diluer certaines listes qui sont à la limite des 5% et qui pourraient se retrouver en dessous. Et donc ne pas avoir de députés européens, notamment les Verts, Reconquête, LR aussi, je crois, ils sont un peu limites. Donc je vous invite à aller voter pour des petits partis, plutôt à tendance souverainiste. Moi, je vais hésiter entre l'UPR et Nous le Peuple, ça dépendra de ce qu'il y a en termes de bulletins de vote sur la table. Donc il y a quand même un intérêt à pouvoir diluer ces listes, et puis il faut voter pour des partis qui sont contre la guerre et contre le saut fédéraliste, parce que si jamais En Marche se retrouve et les débiles affiliés se retrouvent avec les mains libres, ces gens vont vraiment liquider le pays, liquider la souveraineté nationale, et on va vraiment aller à fond dans la guerre en Ukraine et à fond dans le saut fédéraliste. Et peut-être qu'en augmentant le nombre de députés hostiles à ce projet, on pourra au moins le ralentir ou l'édulcorer, de sorte qu'on essaye de gagner 50+, en espérant qu'il se passe quelque chose, que tout ce truc s'effondre, dans un délai assez rapide de préférence. Cette campagne, du coup, vu que ce Parlement ne sert à rien, que ces gens n'auront aucun pouvoir, qu'ils seront dilués pour des raisons nationales, partisanes, de groupes parlementaires, etc., le RN qui prétend prendre le contrôle de l'Europe à lui tout seul, actuellement, ils ont 18 députés sur 705. Ils sont ultra minoritaires au Parlement, et minoritaires même dans leur propre groupe parlementaire. Type n'ont aucun poids politique, zéro, nul, on s'en fout. D'ailleurs, ils y vont même pas. Le mec se fait appeler Bardella Pala, tellement il est jamais dans l'enceinte du Parlement européen, mais vous en faites pas, il est payé pareil. Alors j'ai reçu les différentes professions de foi et bulletins de vote de la plupart des listes, en tout cas qui en proposent, puisque tout ça est à la charge des partis, donc ils n'ont pas tous les moyens d'envoyer ces trucs. Et vous avez sans arrêt des gens qui font campagne sur des trucs qu'ils ne pourront pas faire, mais vraiment pas, tu vois. Donc c'est le festival de la liste au Père Noël. Jean-Marc Governatori, écologie du centre. Reconstruire l'Europe de la paix, oui bien sûr. Garantir l'Europe sociale, légiférer contre la concurrence déloyale et les délocalisations pour un protectionnisme vert et social. Donc le mec veut sortir du marché commun, il veut supprimer l'Europe en fait. Complètement con. Organiser une juste rémunération des agriculteurs. Ça aussi, c'est un pouvoir de la Commission européenne, ça n'a rien à voir avec les députés. Donc poubelle, ce type se fout de la gueule du monde. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, la majorité présidentielle, avec l'Europe, la France est plus forte. Ah bah eux, ils mettent rien, ou hein. Renforcer l'influence et la puissance de la France en Europe, et l'influence et la souveraineté de l'Europe dans le monde. Alors, il n'y a rien de concret. Eux, au moins, ils n'ont rien mis, c'est bien. Reprendre la main. Le Parti communiste français. Alors eux, il veut baisser les factures, diviser par 2 la facture d'énergie en sortant du marché européen de l'électricité et baisser la TVA sur l'essence. Sauf que ça, c'est une mesure nationale, ça s'appelle la loi NOM. Alors évidemment, tout ça obéit à une directive européenne de libéralisation du marché de l'énergie, mais c'est la loi NOM en fait, c'est une loi française. Donc je ne vois pas en quoi voter pour 3-4 députés européens va permettre de sortir du marché européen, je ne comprends pas. Augmenter les salaires et les retraites en refusant le dumping social et les politiques d'austérité, refuser l'élargissement de l'Union européenne. Là encore, c'est pas le travail des députés européens. Ah, Reconquête avec Marion. Qu'est-ce qu'elle nous propose, Marion? Pour les valeurs, contre l'immigration. Blocus naval contre l'immigration, expulsion, non à l'islamisation. Bon, tout ça, c'est lié à la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, je ne vois pas en quoi un député européen va pouvoir modifier les jurisprudences européennes qui sont au-dessus des lois. Ce sont des lois européennes qui sont édictées par des juges, en fait, à force de jurisprudence, en jugeant sur des cas. Et les jurisprudences de la CEDH, mais aussi du tribunal de l'Union européenne, sont supérieures aux droits nationaux.
Et aucun député européen ne peut légiférer là-dessus. Hein. Soutien aux agriculteurs face au pacte vert et à la concurrence déloyale. Oui, bon, bah c'est bien, ils font du soutien moral au niveau de l'hémicycle. C'est à peu près tout. Lutte ouvrière, camp des travailleurs, contre l'Europe du capital et les guerres impérialistes. Oh, le problème n'est pas de savoir si les décisions sont prises à Bruxelles ou à Paris, mais quelle classe sociale les prend et pour quel intérêt. Et oui, on va faire l'Europe des travailleurs. Il suffit simplement d'évacuer la totalité des gens qui bossent dans les bureaux à Bruxelles, supprimer tous les lobbies et mettre en place des gens, des travailleurs qui resteront des travailleurs. Hein. Ce type sera ouvrier le matin, commissaire européen le soir. Comme ça, il sera dans la bonne classe sociale pour prendre les bonnes décisions. Qu'est-ce qu'on a sinon? La France insoumise. Baisse des prix de l'électricité et de l'alimentation en mettant au pas les multinationales. Elle nous prend pour des débiles mentaux, quoi. C'est pour Sciences Po, ça. Mettre au pas les multinationales, ça ne veut rien dire. Baisse de l'électricité, il faut supprimer la loi Nurme, tout simplement, et investir dans le nucléaire. Mais à l'AFI, ils aiment pas trop le nucléaire. Hein. Ils préfèrent le gaz. Baisse de l'alimentation. Bon, d'accord. On va faire des prix administrés. Ça marche tellement bien en Argentine, les prix administrés de l'alimentation. Abroger les règles d'austérité, donc là il faut changer les traités, c'est pas au niveau des députés européens que ça se passe. Sortir des accords de libre-échange pour protéger notre industrie, notre agriculture et le climat. Là encore, c'est une prérogative de la Commission européenne et il faut aussi la signature des États, donc très bien. Taxer les super-profits des entreprises et créer un impôt sur la fortune européen. Peut-être que ça permettra de financer le plan de relance. Refuser les pesticides et garantir des prix planchers aux agriculteurs. Bon, c'est la liste au Père Noël. Où à chaque fois, cette dame te promet des choses, mais elle se retrouve ici. Voilà, elle se retrouve dans cette petite section de 37 personnes au Parlement européen, sur 705. Mais voilà, on va imposer le cessez-le-feu à Gaza et construire la paix en Ukraine. Ouais, en étant 37 sur 700 dans un Parlement européen qui n'a aucun pouvoir. Bon, vous avez compris, tout ça c'est de la pitrerie, quoi. On se fout un peu de la gueule des gens. On peut tous les faire, ce n'est que des conneries, avec des députés, enfin des candidats, qui te promettent monts et merveilles, qui te font des listes au Père Noël, sur un angle de problématiques complètement nationales, d'ailleurs. Ils ne se demandent pas ce qui se passe dans les autres pays. On n'a pas du tout la même conception des services publics, de l'agriculture, de l'industrie. Hein. On a bien vu qu'au niveau polonais, la lutte contre la délocalisation, ça va peut-être pas les intéresser. Donc ils font des promesses sur des angles nationaux, sans tenir compte de leur pouvoir de député, sans tenir compte d'ailleurs de la structure, de la manière dont les décisions vont être prises dans le Parlement, et des fois même en sortant complètement de leurs prérogatives, en te disant on va réécrire complètement les traités européens, on va refaire toute l'Europe, 60 ans de construction européenne, on va le refaire, là, votez pour nous, on va être une fraction d'une fraction d'une fraction d'un Parlement, et on va imposer notre nouveau traité européen à 27 pays. Ouais, c'est sûr. Ridicule, donc. Donc n'hésitez pas à aller voter quand même. Ce dimanche, ça sert à rien, hein, ça sert pas à grand-chose. Vous pouvez voter pour des petits partis, pour essayer de diluer les grosses listes, peut-être essayer de gonfler les rangs des députés qui seront contre le grand saut fédéral et la guerre en Ukraine. Au-delà de ça, les enjeux, il n'y en a pas d'autres, quoi. N'hésitez pas à vous abonner à cette fantastique chaîne. Je vous remercie d'avoir suivi ce direct merveilleux. Vous pouvez vous rendre sur zoneartisanale.com. N'hésitez pas à faire un tour aussi sur Tipeee, à vous abonner sur YouTube, à partager aussi la vidéo, c'est très important. Ça permet de faire vivre la chaîne. Et puis je vous donne rendez-vous pour très bientôt pour d'autres singeries. J'en ai pas mal en stock. À bientôt.